secrets de tournage d'un film, mais bien ceux d'une série. Et pas des moindres. Comment se déroule la production d'un épisode ou encore comment s'est passé le casting? Mesdames et messieurs, les secrets de tournage de la série Friends. 24 sur 2, troisième. Cette série nous vient des cerveaux de génie de Martha Kaufman et David Crane, qui sont deux amis qui travaillent ensemble à Broadway et qui connaissent un certain succès. Et ils décident de partir tous les deux à Hollywood pour tâter le terrain. C'est exactement à cet endroit-là qu'ils feront la connaissance de Kevin Bright, qui est un producteur, rencontre qui sera pour le moins décisive dans leur avenir professionnel. À trois, ils décident de se lancer dans un premier projet de série, Dream On, une série qui fonctionne plutôt bien et qui les pousse à se lancer dans un autre projet, Insomnia Café, en faisant tout simplement référence au fait que les six amis passent leur temps dans un café. Et oui, avant d'être le Friends que nous connaissons, la série est passée par un certain nombre de noms différents, tels que Friends Like Us, Across the Hall ou encore Once Upon a Time in West Village. Oui, parce que les personnages de la série vivent dans le West Village, pour ceux qui n'auraient pas compris la référence. Finalement, l'équipe s'accorde sur le nom Six of One. Ça y est, on peut écrire le premier script. Enfin non. Non, parce que finalement, ils sont pas sûrs et certains de ce titre. Et donc, quelques jours avant le tournage, le titre est revu tel que nous le connaissons vraiment, Friends. Et même si certains trouvent ce titre complètement niais, eh bien c'est lui qui fera l'histoire. Et tandis que l'équipe se casse la tête sur un nom de série, l'histoire, elle, se construit petit à petit. À l'origine, l'histoire ne tournait absolument pas autour de Ross et Rachel. La seule histoire d'amour que l'équipe avait en tête quand ils écrivaient la série, c'était celle de Monica et Joey. Ouais. Autre point qui diverge avec la série que nous connaissons, c'est qu'au tout départ, Monica n'accueillait pas du tout à bras ouverts Rachel. Au contraire, elle la prenait pour une petite bourgeoise pourri gâtée et elle lui en voulait beaucoup de ne pas l'avoir invitée à son mariage. Ceci dit, ça me paraît tout de suite beaucoup plus logique. Sérieusement, je suis la seule à m'être dit qu'il y avait un problème dans l'équation. Mais ce ne sont pas les seuls points clés qui ont changé, puisque... Attention, roulement de tambour. Au tout départ, il n'y avait non pas 6 amis, mais seulement 4. Chandler et Phoebe n'étaient censés qu'être des rôles secondaires qui venaient apporter un petit truc à l'histoire. D'ailleurs, le point un peu drôle, c'est que Phoebe, à la base, est censée être gothique. Parallèlement à ça, un énorme casting a eu lieu pour trouver les 6 acteurs. Et pas moins de 500 personnes tenteront leur chance. Katie Griffin et Jen Lynch seront considérés pour le rôle de Phoebe. Jon Favreau, Jon Cryer et Craig Barker sont tous les trois les favoris pour jouer Chandler. Enfin, Craig Barker a bien failli avoir le rôle, mais il l'a refusé après avoir lu le script. C'est donc Jon Cryer qui était à 2 doigts de l'obtenir. À cette époque-là, Matthew Perry était déjà engagé sur le pilote d'une autre série, Lex 2194. C'est une série qui parle, comme son nom l'indique, d'une histoire qui se passe dans l'aéroport de Los Angeles en 2194 et qui parle de bagagistes qui rendent leurs bagages à des aliens. Oui, ça a l'air de puer autant que la façon dont je la raconte. Heureusement pour Matthew Perry, le pilote de cette série ne sera pas choisi pour être produit et il sera donc libéré pour jouer Chandler. Matt LeBlanc, quant à lui, a eu bien du mal à passer le casting car les créateurs ne voulaient pas de lui. L'acteur n'avait pas grand chose sur son CV hormis une expérience de mannequin, ce qui a considérablement refroidi l'équipe qui n'avait clairement pas envie d'avoir un macho-man sur son plateau. Matt passera quand même des essais à la demande spécifique des studios Warner Bros et il sera sélectionné grâce à eux. Les rôles de Monica et de Rachel auraient pu être totalement inversé. Courtney Cox était venue postuler pour le rôle de Monica, un rôle qu'elle aimait beaucoup de par son caractère très fort. Mais les créateurs le voyaient d'un autre œil. Lorsqu'ils ont écrit le personnage de Monica, ils avaient la voix bien précise de Janeane Garofalo en tête. Alright, latest Mentos ad, watching it. Marissa Tomei was in that movie and she gained 20 pounds for the movie. Big hoo-ha, 20 pounds. Ce qui ne coïncidait pas trop avec la voix de Courtney Cox. They love my candy? Oh man, I gotta go make more! Les créateurs voulaient donc lui donner le rôle de Rachel Green, qui à la base s'appelait Rachel Robbins. C'est en repassant encore des essais pour le rôle de Monica qu'elle a fini par convaincre Martha et David que ce rôle pouvait lui correspondre. En effet, ils y ont vu une facette du personnage qu'ils n'avaient pas encore envisagée et qui les a convaincus. Et très ironiquement d'ailleurs, durant cette période où Courtney Cox se battait pour le rôle de Monica, eh bien celui-ci avait été attribué à Jennifer Aniston. Son personnage à elle de Rachel avait déjà trouvé chaussure à son pied en la personne de Téa Leoni.
Finalement, celui qui aura eu le moins de mal dans cette histoire, c'est David Schwimmer, puisque la production a admis qu'ils avaient écrit le rôle pour lui. Effectivement, David Schwimmer avait déjà travaillé avec Kevin Bright à l'époque, et donc du coup, il savait exactement ce qu'il valait. In fact, when the role of Ross came up, you were like, no thanks. I got the call about, from my agent who said, well, I know you don't want to do another TV show, but there's a show, and she used this key word that got me, which was it's an ensemble show. Like your theater company, it's an ensemble. Just take a look. And I was like, all right, I'll take a look. Le personnage de Gunther est ce qu'on peut appeler une chance de cocu. Say, Rachel, I was wondering if you'd like to go to a movie with me sometime. As my lover. L'idée est que son personnage donne du crédit au Central Park. Ce n'est qu'au milieu de la saison 2 que Martha Kaufman est venue le voir et lui a demandé s'il avait déjà pris des cours de théâtre. Le mec répond oui et elle s'en va en lui disant simplement bon à savoir. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'elle reviendra enfin vers James pour lui annoncer que ça y est, il a sa première réplique. Hey Gunther, you got stairs in your place? Yeah? Yeah, go nuts. There we go. Bon, pour le coup, ces répliques ont fini par s'étoffer avec le temps et Gunther est devenu un personnage emblématique de la série. Une fois le casting sélectionné et quelques jours avant le premier tournage, le réalisateur de la série, James Burrows, propose aux 6 acteurs de partir à Las Vegas. Il veut que les 6 acteurs s'amusent et profitent de leur dernière soirée d'anonymat, car il est sûr de lui. Une fois que la série passera à la télé, il sera désormais impossible pour les acteurs d'aller quelque part sans être reconnus. Si vous êtes de réels fans de la série comme moi, vous êtes certainement curieux de savoir comment se crée véritablement un épisode. La première étape est, comme vous vous en doutez très certainement, la phase d'écriture. L'équipe se réunit ensemble pendant des heures pour revoir tout le script, phrase par phrase, blague par blague, pour voir s'il y a quelque chose à changer. After Phoebe's joke, she can walk out and they can all walk out after her. Outre le fait qu'ils font très attention aux blagues afin qu'elles soient drôles, ils tiennent également à conserver la complicité de chaque acteur entre eux. Et pour ce faire, ils font extrêmement attention à calculer que chaque acteur ait le même nombre de répliques et de blagues par épisode. Si ce procédé a été un peu perdu au fil des saisons, il n'en reste pas moins quelque chose qui est certes moins nécessaire, mais toujours aussi important pour eux. Une fois cette étape passée, la semaine type des acteurs peut commencer. Le lundi, ils viennent au studio pour lire le script. Le mardi, ils reviennent faire des répétitions, cette fois-ci dans les décors. Hello, Mrs. Ross. Oh, hello, Mr. Rachel. Le mercredi, encore des répétitions, et cette fois-ci en conditions de tournage. Le jeudi, encore une fois des répétitions avec tout le monde présent sur le plateau. Et le vendredi, on est prêt à tourner en fin d'après-midi jusque tard le soir. Le tournage d'un seul épisode de Friends prend à peu près 5 heures, si tout se passe bien. Les décors principaux, c'est-à-dire les 2 appartements, celui de Rachel et Monica et de Joey Chandler, sont tous les 2 montés pour toute la période du tournage. Les autres décors sont montés au fur et à mesure en fonction de ce dont l'équipe a besoin. Il faut compter environ une vingtaine de minutes pour un changement de décor. Vous l'avez sûrement déjà appris, mais les épisodes de Friends sont filmés devant un public. À chaque jour de tournage, il y a pas moins de 500 personnes qui attendent devant les studios de la Paramount à Los Angeles, là où la série se filme véritablement, pour seulement 300 places. Ça en fait des déçus. Please send me 8 more ticket holders with the 6th production right away. 5 heures, ça peut être extrêmement long pour un public, surtout quand il y a 20 minutes de pause entre chaque scène. C'est pourquoi un chauffeur de salle est justement engagé pour divertir le public durant ces moments-là, afin qu'il ne voit pas le temps passer. Le public est un moyen pour les comédiens de se booster et de donner le meilleur d'eux-mêmes, car ils ont l'impression à chaque fois de monter sur scène. Le public ne sert pas qu'à motiver les acteurs et à rigoler en direct. Il a également une notion extrêmement importante pour l'équipe technique, qui leur permettent de pouvoir faire un premier test. Ils se servent du public et de leurs réactions pour savoir si des vannes fonctionnent ou si elles fonctionnent pas, s'il faut les changer, etc. Les créateurs de la série, aka scénaristes, aka producteurs, sont présents tout au long du processus. D'ailleurs, ils sont également présents sur le plateau, puisqu'ils écoutent, analysent et corrigent s'il le faut chaque réplique. Un épisode peut aller jusqu'à 7 réécritures en cours de tournage. Et parfois, quand une réplique n'a pas la réaction qu'ils attendaient, ils vont directement voir le public pour leur demander leur avis. From that joke,
She says, oh my God. That at some time in the past she was married in Las Vegas. You guys got yes. They're all, they got it. Great. Beautiful. Le public est présent pour la majorité de l'épisode en général, sauf pour ce qu'ils appellent les cliffhangers, c'est-à-dire des situations précises, généralement à la fin d'un épisode, où ils laissent un moment de suspense, comme par exemple pour le mariage de Ross et Emily. Ah, seuls les vrais sauront de quoi je parle. Il est évident que le public ne sera pas invité pour ce genre de choses, car même si les informations tournaient beaucoup moins vite à l'époque qu'à la nôtre, il est évidemment improbable de laisser 300 personnes assister à des chutes pareilles de la série bien avant sa diffusion. Une fois que le tournage est terminé, les rushs partent au montage. Les acteurs avaient une moyenne de 4 caméras avec des angles différents pointés sur eux pendant le tournage, ce qui laisse largement de matière au monteur pour faire une première version. Sometimes the audience responds too big. If I went with the actual laugh, that laugh is still going through her next line into his next reaction. Sometimes we have to put in a laughter that is shorter. Une fois que la première version de l'épisode est terminée, le brouillon est envoyé aux producteurs qui prennent le temps de le regarder et de le retravailler s'ils en ont besoin. Une fois que la version finale a été approuvée par les producteurs, elle peut partir d'un côté chez les bruiteurs pour donner plus de réalisme et de l'autre côté à la musique pour donner plus de rythme à l'épisode. Après toutes ces étapes, vous avez enfin un épisode prêt à être diffusé. Depuis son arrivée à la télé, Friends connaît un succès incroyable qui ne fait que grandir. Pour vous donner une idée du succès de la série, parlons chiffres. Durant la saison 1, les acteurs étaient payés $22 000 par épisode. À partir de la saison 2, c'est la première fois qu'on a remarqué une différence salariale entre chacun. Par exemple, David Schwimmer, qui avait déjà un peu de notoriété à cette époque-là, avait un salaire un peu plus important que les autres. C'est alors qu'ils décident d'aller tous ensemble demander une augmentation de salaire et surtout une égalité totale dans les salaires, puisque l'air de rien, ils font exactement la même charge de travail chacun d'entre eux. C'est comme ça que le salaire de chacun passera à 100 000 € par épisode à partir de la saison 2 et qu'il atteindra même 1 200 000 $ par épisode à partir de la dernière saison. Si la série connaît un succès mondial qu'elle n'a plus à prouver à l'heure actuelle, elle a bien failli ne jamais voir le jour si les producteurs n'avaient pas écouté leur trip. L'épisode pilote a été présenté lors d'une projection privée comme ça arrive très souvent à Hollywood avec un public test. Et ce public test, il n'a pas été hyper fan du concept. Il a décrit la série comme étant ni originale, ni intelligente et certainement pas distrayante. Si le personnage de Phoebe est incapable de jouer de la guitare, ce n'était absolument pas l'intention des scénaristes au départ. L'actrice Lisa Kudrow n'avait aucune envie d'apprendre la guitare, un instrument qu'elle détestait. Elle a même essayé de négocier en demandant si elle pouvait jouer du banjo à la place, proposition qui n'a pas été validée. Elle a donc accepté de prendre quelques cours de guitare pour l'occasion, mais après avoir appris les premiers accords qui sont à peu près tout ce que Phoebe connaît. This is bear claw. Okay. Turkey leg and old lady. Eh bien, elle a décidé d'arrêter parce que ça l'ennuyait profondément. Quelques erreurs ont parfois été remarquées dans la série. Au tout départ de la série, les numéros respectifs étaient le 4 et le 5. Sauf que très vite, l'équipe s'est rendu compte que c'était logiquement impossible puisque les appartements étaient à l'étage. Ils ont donc adopté les numéros 19 et 20. Et là, vous vous dites, oui mais attends, on a déjà remarqué que, vu de l'extérieur, il y a une sortie de secours dans l'appartement, alors que dans l'appartement de Monica, il n'y a pas de sortie de secours. Alors, ce à quoi les producteurs vous répondront que non, l'appartement de Monica se trouve de l'autre côté. L'iconique cadre autour du Judas de la porte de Monica n'est autre qu'une blague. En vérité, c'est un cadre photo qui a été cassé par un des membres de l'équipe technique. Un décorateur l'a placé là en attendant et c'est devenu le cadre de Judas le plus célèbre du monde. On en parlait tout à l'heure, tout un tas de célébrités sont venues pointer le bout de leur nez sur le plateau. Mais pas que. Nous avons également le père de Matthew Perry qui a fait son apparition pour jouer le rôle du père de Joshua et la belle-sœur de Courtney Cox qui joue la serveuse dans le bar où le papa de Chandler fait son show. Les producteurs de la série eux-mêmes sont apparus dans le show. Là, là et là. L'actrice qui jouait le personnage de Janice était toujours obligée de se cacher du public lorsqu'elle venait tourner une scène afin que la réaction du public reste totalement spontanée lorsqu'elle apparaissait avec son célèbre He's on Wall Street and she's on... Oh my God!
Toutes les bonnes choses ont une fin, c'est le cas également pour cet épisode. J'espère que cet épisode spécial vous aura plu, en tout cas autant que moi j'ai apprécié le faire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas, vous pouvez évidemment vous abonner, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, coupez.